Bien, chers amis de l'agriculture, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le, stand de Village Semences pour Stop un Talks consacré à un sujet qui fâche, les OGM. Nous allons l'évoquer avec nos 4 invités et avec vous tous, vous poser vos questions comme chaque jour sur @Village Semences, il n'y a pas de S, ni à Village ni à Semences, ou sur @Stop un Talks. Alors, nous avons choisi de vous interroger sur Twitter autour de la question des OGM et notamment des OGM cachés, des OGM qui pourraient exister dans le bio. Nous voudrions savoir aujourd'hui où nous en sommes, où en sont les biotechnologies, est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est un débat un peu plus que scientifique, c'est un débat qui est très émotionnel, qui comporte une dimension très émotionnelle. Pour en parler, 4 grands spécialistes, chacun avec un corps de spécialité, des utilisateurs, un économiste, un scientifique. Je commence par vous, Christian Huyck, vous êtes directeur scientifique à l'INRA. On va évoquer toutes ces questions, peut-être commencer tout à l'heure par le cadre juridique. En face de vous, Stéphane Sanchez représente la FNSEA. Bonjour. Bonjour Stéphane, pour le Grand Bassin parisien. Ceux qui ont des souvenirs de leur livre d'histoire, c'est presque la moitié du royaume de France du XVe siècle. Bon, ça fait beaucoup. Comme ça. Hein? Gilles Cressman représente l'association des biotechnologies. Vous avez plus vocation à nous parler d'économie, même si vous n'êtes pas tout à fait étranger au débat technique aujourd'hui. Et puis Laurent Bourdil, parce qu'il nous faut un acteur de la multiplication. Alors, tous ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire a une importance là. Tous ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire vont comprendre ce que c'est qu'un multiplicateur. Je voudrais qu'on commence par une question simple que je vais vous poser, Christian Huyck. Quel est l'état du droit dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui? Est-ce qu'on sait d'abord, est-ce qu'il y a une définition juridique, un statut juridique des OGM? Il y a une définition juridique très claire, Pascal, sur ce qu'est un OGM. C'est la directive 2001-18 qui, en gros, met en avant l'idée qu'on classe comme organisme génétiquement modifié ce qui ne peut pas se produire de façon naturelle. Et lors de la discussion en 2001, il a été exclu un certain nombre de choses de ce champ-là, et en particulier ce qui était la mutagénèse induite, qui est une pratique utilisée dans des laboratoires depuis très longtemps, au milieu du XXe siècle. Et donc, de fait, tout ce qui était mutation induite a été écarté de ça. L'écart entre la mutation et ce qui est mutagène et ce qui est transgène, comment on explique ça? Donc, la mutation, si vous êtes différent de moi, c'est parce qu'il y a des mutations qui se sont produites dans l'histoire de l'évolution. Donc notre ADN et l'ADN de l'ensemble des organismes vivants passe son temps à muter et donc génère des formes nouvelles. La plupart de ces mutations ne servent à rien, sont invisibles, certaines sont synonymes et d'autres peuvent induire des variations de phénotype. Donc vous avez les yeux marrons, j'ai les yeux bleus, voilà, c'est une mutation. Donc ça se produit. Quelle chance vous avez! C'est vous qui le dites. Et donc, elles se sont accumulées. C'est pour ça qu'on a de la variabilité naturelle. Et c'est quand on fait de la sélection, un sélectionneur, ce qu'il fait d'abord, c'est qu'il va sélectionner dans la diversité. Donc, cette variation naturelle. Vous pouvez accélérer ce processus-là avec de la mutation induite, qui a été beaucoup utilisée, encore une fois, comme je le disais, au milieu du XXe siècle, avec des mutagènes chimiques ou des mutagènes ionisants. Et vous avez une autre catégorie qui est arrivée après, qui consiste non pas à induire une mutation qui est aléatoire. On a remplacé ça, et c'est ça les organismes génétiquement modifiés, en apportant un bout d'ADN venant d'une autre espèce, potentiellement venant d'un autre règne, qu'on a amené dans un végétal et qu'on a amené à s'exprimer. Deux mots pour rester, puis on fait le tour de table ensuite, mais pour rester dans un domaine qui est très, très scientifique, des sciences de la nature. J'ai compris à la nature de vos réponses précisément que la nature faisait les choses, que l'homme intervient, mais vous avez décrit ce processus avec une intervention humaine, mais en le décrivant comme un processus naturel dans le temps. Est-ce à dire que, y compris dans la naturalité, les OGM, la mutation à sa place? Il faut séparer les OGM qui supposent une intervention humaine de la variation. Oui. La nature engendre des variations en permanence.
Et la difficulté qu'il y a et le défi qui est donné à la société, c'est de repérer ces variations. Le début de l'agriculture, c'est de la domestication des plantes. Bien sûr. Et c'est lié au fait que les plantes, naturellement, ne gardaient pas leurs graines, les graines retombaient au sol. Et les premiers travaux de domestication ont consisté à sélectionner les quelques plantes qui gardaient les grains sur les épis ou qui avaient des gousses non déhiscentes sur les légumineuses. Et donc, c'est bien de l'exploration de la diversité. Le facteur limitant, c'est le nombre de personnes qui vont repérer les variations. J'ai bien compris. Alors, tout au long de cette émission, nous rejoindrons Théo, qui nous attend dans la Social Room, qui ausculte les réseaux sociaux, qui vous transmettra aux uns et aux autres les questions qui nous sont posées par les internautes. Vous vouliez dire un mot, Gilles Cressman, oui, sur les questions de définition juridique? Non, simplement pour dire que puisque la mutagénèse induite est exclue de la réglementation, en fait, parce qu'on considère qu'on connaît ses résultats, ses effets qui ne sont pas mauvais, ça veut dire en fait qu'il y a des conséquences déjà pour l'agriculture biologique, puisqu'effectivement, il y a des produits qui sont utilisés, qui sont vendus sous forme de produits bio et qui utilisent la mutagénèse induite. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a des produits bio qui sont des OGM ou qui utilisent qui deviennent des OGM au sens maintenant de l'avis de la CGUE. Alors je vais prendre la Cour de justice des communautés européennes. Oui. Je prends deux cas. Oui. C'est le tournesol oléique, une publicité pour une bouteille d'huile de tournesol oléique organique ou bio. Mais celle-là, maintenant, elle devrait être considérée comme une huile biologique, mais en fait, être considérée comme un OGM, même si elle ne suit pas la réglementation des OGM, parce qu'en fait, il y a les OGM réglementés et les OGM non réglementés. De la même façon, le fameux pamplemousse rose, vous savez, est issu aussi de la mutagénèse induite. Et vous avez aussi le cas du blé Renan qui est aussi le blé Renan, qui est connu, ou des variétés qui lui ont succédé. Donc en fait, il y a un certain nombre de variétés comme ça qui sont considérées comme qui sont biologiques et qui en fait devraient être aujourd'hui considérées comme des OGM non réglementés, certes, mais oui, ça va compliquer le débat. Alors, on va poursuivre le tour de table. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup sur les mots là. Je ne sais pas comment vous percevez les choses. Commencez avec vous, Stéphane Sanchez, pour la FNSEA Grand Bassin Parisien. Bon, il y a un débat dans la société autour de ça. Je comprends en même temps les réactions de l'opinion, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'OGM, à chaque fois qu'on parle de mutation des gènes, on le présente à l'opinion publique comme la source d'un grand danger. Même si, en effet, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, la nature produit des mutations. Comment est-ce qu'on reprend un peu pied dans ce débat avec une réglementation? C'est d'ailleurs ce qui est très significatif. C'est qu'au fond, la réglementation, elle évolue. Elle évolue peut-être pas aussi vite que la technologie. D'ailleurs, la technologie va plus vite que le droit dans la plupart des cas. Pas que l'agriculture qui est concernée. Quel est votre regard, vous, comme syndicaliste, sur ce dossier? Alors, par rapport à ce qui a été dit là, sur le volet technique du sujet, c'est vrai que pour le consommateur lambda, on touche à un spectre de la science de manière générale. Parce que sur la partie alimentaire, à l'instar de ce qu'on a au niveau du sanitaire, en médecine, on est ravi d'avoir toute la science qui applique chaque année de nouvelles techniques pour améliorer la vie des gens. Sur la partie alimentaire, c'est plus compliqué. Et pourtant, comment vous expliquez ça? Si on vit plus vieux aujourd'hui, c'est par l'alimentation et la médecine. Bien sûr. En 1960, il y avait encore 4000 morts en France pour des intoxications alimentaires. Aujourd'hui, on est bien en deçà de cela. Ça veut dire que quelque part, la science a amené une certaine longévité à nos vies et a amené un bénéfice. Alors, comment on explique qu'aujourd'hui, il y a cette peur? Mais cette peur, elle a été entretenue parce qu'effectivement, dès qu'on amène une certaine forme de doute, et que notamment sur les OGM, il y a eu au début des années 2000, juste avant la directive, un débat très fort entre scientifiques sur toujours l'innocuité des OGM, c'est-à-dire l'aspect du danger, vous savez, le fameux danger et risque. Alors, si les gens ne sont pas d'accord sur la phase de danger, c'est-à-dire que si les scientifiques eux-mêmes émettaient des doutes sur effectivement est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, qui est la première marche à l'édifice, tout de suite, ça crée une certaine forme de doute dans la société et des formes de peur. On va rappeler simplement qu'il n'existe de risque
que lorsqu'on est confronté au danger. Le danger et le risque, ce sont deux choses tout à fait différentes. Il n'y a aucun risque pour celui qui n'est pas confronté au danger. Alors peut-être pour rappeler ce qu'on peut effectivement séparer tout ce qu'on appelle danger-risque. Danger, on est confronté à toutes sortes de dangers dans nos vies quotidiennes. Traverser la rue, c'est un danger. Ouais. Par contre, on estime la part de risque extrêmement faible. C'est pour ça qu'on traverse la rue. Sinon, on ne traverserait pas la rue. Dès qu'on estime que le risque est trop grand, on ne fait plus rien. Et c'est là où on rentre, et je pense qu'on l'abordera au cours du débat, dans le principe de précaution, qui est effectivement la prise en considération des risques. Et ça nous empêche d'avancer concrètement. Une prise en considération que vous considérez comme excessive? De toute façon, ça dépend à quel côté on se place. Lorsqu'on est effectivement aujourd'hui dans les paradoxes que l'on rencontre sur les OGM, et je pense que Christian ne pourra pas dire le contraire, lorsqu'on a un moratoire en Europe, en France, sur la production d'OGM et qu'on accepte l'importation des OGM et qu'on est obligé maintenant d'avoir une réglementation sur les boîtes de conserve pour indiquer que c'est inférieur à 0,9% d'OGM parce que c'est de l'OGM d'importation. Bon, alors c'est là où il y a tout le paradoxe de la question sur les OGM. C'est-à-dire que soit on ne produit pas et on ne mange pas d'OGM, soit on accepte que la science a fait son effet. Mais on ne peut pas... Bien sûr, voilà. Bien sûr. Alors je me tourne vers votre voisin. On a tous besoin d'un petit mot d'explication. D'abord, vous êtes multiplicateur. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est votre cœur de métier? Vous êtes ici au Salon de l'Agriculture, agriculteur multiplicateur. Quelle est votre fonction? Donc moi je suis agriculteur dans le Roguet, donc je multiplie des semences, c'est-à-dire que les semenciers me fournissent les parents, les géniteurs mâles et femelles, et donc on fait le croisement au champ avec une pollinisation qui est assez faite notamment en oléagineux avec des abeilles. Donc on crée l'hybride en fait, on amène l'innovation génétique pour qu'elle soit ensuite disponible pour les agriculteurs utilisateurs qui eux multiplieront pour avoir la graine pour faire de l'huile ou de l'aliment pour le bétail. D'accord. C'est votre seule activité ou vous avez une activité de production? Mon exploitation elle est répartie à 2 tiers, 1 tiers. J'ai 2 tiers grandes cultures où je fais les cultures conventionnelles, blé dur, tournesol, colza. Et une partie de l'exploitation, je fais des multiplications de semences, donc oléagineuses et également porte-graines, carottes, persil, pois chiches. Alors, avant de rejoindre la Social Room où nous attend Théo, cette question, est-ce qu'il y a aujourd'hui une géographie des pays les plus avancés dans le domaine de la recherche génétique en agriculture? Est-ce que ça représente, la réponse est dans la question, mais on la détaillera, on la documentera après, est-ce que ça représente un enjeu économique, un enjeu de souveraineté? Alors, quelle est la géographie, Christian Huy? Alors, des recherches en génétique, et je pense qu'il faut surtout éviter de penser que OGM, j'aurais tendance à dire, c'est presque un épiphénomène. C'est quoi les grands pays et les grandes régions du monde très en pointe sur l'amélioration génétique des végétaux? L'Europe est un énorme continent avec une forme de tradition extrêmement forte basée sur un très grand nombre d'entreprises. Et donc on est le premier continent par son importance, avec 2 grands pays exportateurs à l'échelle mondiale que sont la France et les Pays-Bas. Deuxième grand ensemble, c'est les États-Unis, enfin le continent nord-américain, mais surtout les États-Unis. Et puis une très forte montée en puissance de ce qui se passe en Chine. La Chine est en train de devenir un très grand pays. La raison pour laquelle la France et l'Europe en général occupent une place extrêmement importante, il y a plusieurs raisons liées à ça. Il y a une forme d'histoire avec beaucoup d'entreprises qui ont émergé en France, en particulier sur les céréales, au courant du 19e siècle, et essentiellement des très grandes exploitations agricoles du nord de la France qui aujourd'hui ont donné des grandes firmes. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité, mais vous prenez une firme comme Després et vous reprenez son histoire, vous avez une forme de lignée liée au monde agricole. Ça, c'est le premier système. Et plus vous avez de diversité d'entreprises, plus vous avez de diversité de voix, et donc plus vous avez de créativité. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que, pour faire le lien avec la question de production de semences, on a effectivement un continent, et en particulier la France, un pays qui a des conditions climatiques extrêmement adaptées à une grande diversité de production. Et la dernière composante, il ne faut jamais l'oublier, c'est une dimension réglementaire qui est extrêmement favorable. Alors, souvent, on pense que la réglementation empêche le développement. Si vous regardez l'histoire de la réglementation sur les semences, elle est au contraire extrêmement structurante de ce progrès, avec dans les 2 grandes composantes de ça, c'est tout ce qui va concerner la
le contrôle et la certification des semences qui émergent à la fin du 19e siècle. Ça, c'est essentiel, non? C'est essentiel. C'est essentiel parce qu'un domaine réglementé, je vous parlerai tout à l'heure de la propriété intellectuelle, quand on innove, quand on réalise un progrès, il faut pouvoir le protéger. Voilà. Et donc, il y a la semence, et vous mentionnez une propriété intellectuelle. Oui. Les variétés, pour être distribuées, elles font l'objet d'une inscription au catalogue. Alors, il y a un catalogue. Il y a un catalogue national et européen. Et elles font l'objet d'un titre de propriété intellectuelle qui s'appelle le certificat d'obtention végétale, qui est un système extrêmement original, qui est unique, inventé au début des années 60, et qui donne le droit, qui donne un titre de propriété à l'obtenteur, mais qui donne le droit à un autre obtenteur de s'appuyer sur celle-là, sur une variété pour en créer une autre. Et donc, d'une certaine façon... Il y a un foisonnement. Il y a un foisonnement, il y a un progrès incrémental encouragé, qui est presque, en fait, de fait obligatoire. Et vous avez... Il est obligatoire parce que c'est la méthodologie scientifique qui oblige. C'est-à-dire quand quelqu'un a fait un progrès, on s'adosse à ce progrès pour... À partir du moment où donc ça a été c'est un dispositif des certificats d'obtention végétale, en inscrivant dans ces textes le fait que n'importe quel obtenteur peut utiliser gratuitement la variété du voisin pour créer la sienne à partir de là, avec une différenciation minimale, ben dès que vous avez deux individus, de fait, ils vont se faire la course. Bien sûr. Et donc, vous avez une accélération du progrès. Et ceux qui ont inventé ça étaient extrêmement vigilants. En fait, ils ont fait des démarches participatives bien avant l'heure. Ouais. Et c'est de l'open innovation. Ils ont joué sur la concurrence aussi. Exactement. Mais l'innovation ouverte, elle est au cœur du dispositif. Voilà. Et bien. En un mot, Gilles Cressman, et puis on va retrouver Théo. Je partage le diagnostic sur l'importance de la génétique en Europe et en France. En France, il y a 72 semenciers. L'Europe est en pointe sur la génétique, mais elle n'est pas en pointe sur ce qu'on pourrait appeler la nouvelle génétique ou les nouvelles méthodes de la génétique. Sur la transgénèse, c'est zéro puisque c'est interdit pratiquement en France. Oui. Et sur les NBT et l'édition de gènes, mais on peut se demander si on ne va pas arriver au même résultat si on suit l'avis de la Cour de justice européenne qui assimile l'édition de gènes à la transgénèse. Et dans ce domaine-là, dans le domaine de ces nouvelles technologies, les États-Unis sont effectivement très en pointe, mais savez-vous que la Chine dépose 70% des brevets actuellement dans le domaine des NBT. Donc, NBT, traduisez. New Breeding Techniques, c'est une nouvelle technique de sélection des plantes. Voilà. Bon, Théo devrait nous entendre. Théo, les questions des internautes aujourd'hui. Alors effectivement des questions sur Twitter, notamment un internaute qui fait remarquer que génétique et éthique ça rime et qui demande donc quels sont les grands principes éthiques de la recherche génétique en agriculture. Bien, on vous pose la question collective, vous voulez répondre Laurent Bourdil? L'éthique, non mais ça compte parce que le consommateur attend un peu plus que de la science, il attend aussi de la conscience pour reprendre la formule célèbre. Il faut lui donner des garanties, des assurances dans ce domaine. Ce qu'on peut dire, que les sélectionneurs sélectionnent des variétés par rapport à des critères qui sont demandés pour répondre aux attentes des consommateurs et des agriculteurs utilisateurs. Sauf qu'avant d'inscrire de variétés, il y a quand même tout un tas de règles qui sont à suivre. Il y a aussi le comité éthique économique et social du HCB au comité des biotechnologies qui permet de trancher et d'organiser et surtout de renseigner les pouvoirs publics pour orienter et surtout pour informer les consommateurs de ce qui va arriver dans leur assiette. Donc moi je fais partie effectivement du HCB et donc dans ce groupe de travail il y a toutes les catégories de la société qui sont présentes pour justement informer nos élus, nos présidents, nos ministres pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour l'avenir de l'agriculture. Stéphane Sanchez, on peut dormir. Le consommateur peut dormir sur ses deux oreilles. En recherche scientifique, ceinture et bretelles. S'il y a bien un secteur qui est réglementé éthiquement, c'est bien la recherche scientifique. Parce qu'effectivement, on le voit, bon, on peut en parler de l'alimentation, mais si on parle de tout le spectre de la recherche scientifique, il y a des comités d'éthique, il y a une réglementation très poussée. On ne peut pas faire n'importe quoi en recherche scientifique aujourd'hui, surtout si on touche à l'homme. Alors effectivement, on a souvent
au niveau de la presse et dans les informations, tout ce qui est bioéthique et la recherche scientifique au niveau de la médecine, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, est-ce qu'on doit... Et dès qu'on touche au génome, on touche un champ gardé qui est extrêmement compliqué. Ouais. Alors ce qu'on voit au niveau de l'humain, sur le génome humain, on le retrouve exactement sur le génome des autres espèces animales, et notamment les plantes, mais aussi au niveau de tout ce qui est génomique au niveau des espèces animales, et notamment l'élevage également. Bien, Christian Huyghe, vous avez une formation de scientifique, des sciences dures. Il faut être un peu philosophe finalement, il faut être alors tout à la fois un homme de science et un homme d'esprit, hein, quand on travaille sur des sujets aussi sensibles que ceux-là. Dans vos travaux, puisque vous êtes directeur scientifique à l'INRA, est-ce qu'il y a toujours un peu cette imprégnation éthique autour de la recherche? L'INRA a un comité d'éthique qu'on partage avec d'autres EPS, d'autres établissements de recherche, et effectivement, l'éthique est essentielle. En fait, la question qui est posée derrière tout ça, c'est le sens. Qu'est-ce que l'on veut faire? Quel est le sens de cette action-là? Et la génétique végétale, elle est au service de l'alimentation, au service de l'agriculture, et compte tenu des temps de réaction, c'est un processus très long. Ce qui est essentiel, c'est de savoir où on veut aller. Et c'est ça la question fondamentale. Donc le sens qui est au cœur des réflexions de l'éthique doit être imprégné par la réflexion que l'on a sur les systèmes agricoles et alimentaires de demain, en France, en Europe et dans le monde. Et il y a toujours cette tension entre la vision globale et la vision locale, et entre le aujourd'hui et le demain. Et donc, et c'est aussi une question qui est posée à la société. De quelle agriculture vous voulez demain? Quelle alimentation? Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer? Et quelles sont les voies pour y arriver? En respectant toujours... Il y a quelques principes fondamentaux. Les principes d'équité, notamment, sont fondamentaux. Comment on assure une alimentation saine et durable pour tout le monde? Et comment on réfléchit à la France au milieu du reste du monde? Alors précisément, c'était le deuxième aspect de ma question. Toutes les populations n'ont pas le même regard sur l'alimentation et sur la recherche scientifique. Les Américains, par exemple, les Anglo-Saxons, sont très attachés à la sécurité, à l'hygiène. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on trouve aux États-Unis ce qu'on appelle des poulets javelisés. Alors bon, évidemment, il ne faut pas s'imaginer que le poulet a baigné dans de l'eau de Javel pendant très longtemps. Simplement, il a été protégé. Dans l'esprit d'un Américain, l'hygiène est capitale. Elle est peut-être supérieure au goût. Chez nous, la dimension de la philosophie, c'est-à-dire que derrière la table, derrière l'alimentation, il y a aussi des questions éthiques et philosophiques. Et donc, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Vous avez tout à fait raison. On ne voit pas tous la même chose. Il ne faut jamais oublier que le regard qu'on a sur les choses est imprégné par notre culture, notre histoire, notre trajectoire. On appelle la vieille Europe, mais la vieille Europe, elle a quelques milliers, on va dire 2000 ans d'histoire que l'on retrouve dans les produits. C'est pas pour rien que quand on circule dans le salon de l'agriculture, on voit tout plein de stands où on a le mot tradition. Oui. La tradition, elle imprègne. Bien sûr. Et la tradition imprègne aussi. Y compris la tradition philosophique. Exactement. Voilà. Gilles Gressman. Par rapport à ce qu'on peut voir en Europe, par exemple, s'aperçoit que l'ouverture aux biotechnologies est un peu différente selon les pays. Par exemple, dans les pays plutôt nordiques, plutôt d'origine protestante, comme le capitalisme, eh bien, il y a plus de pragmatisme. Et les Suédois, par exemple, sont beaucoup plus favorables à l'utilisation des biotechnologies que les Français. Également, la Norvège ou la Finlande, la Grande-Bretagne également. Alors que plus on va vers le sud, je mettrai l'Espagne un peu à part, qui ne dit rien et qui profite de toutes les opportunités. Mais si on va en France, si on va en Italie, dans tous ces pays-là, il y a une hostilité plus grande C'est vrai. Le protestantisme, vous avez raison de le dire, est un peu plus rationnel. Par certains aspects, vous faisiez référence sans doute à Max Weber. Hein, exactement. Hein, l'éthique et le capitalisme, l'éthique protestante et le capitalisme. Pour les protestants, la fortune est une grâce de Dieu, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les autres. Bien, on va laisser la philosophie de côté, rejoindre Théo. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées sur Twitter ou sur Facebook, Théo? Effectivement, j'ai un internaute qui demande quels sont les bénéfices de la génétique en élevage et production laitière, donc pas pour l'humain. Bien, très bonne question. Bah, messieurs, je vous vois prendre des notes. Vous n'avez pas le temps de prendre des notes, il faut répondre tout de suite. Qui veut répondre? Christian Huyghe, oui. La génétique, elle a un rôle absolument considérable en élevage.
Il suffit de regarder les courbes de production par animal au cours des dernières années et il n'y a pas photo, en fait. La productivité par animal en production laitière, elle a augmenté extrêmement rapidement avec une structuration autour de très peu de races. Donc aujourd'hui, la Prim Holstein qui fait l'essentiel, la race normande et la race montbéliarde. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, avec à l'échelle mondiale, effectivement, la Prim Holstein qui fait des progrès absolument considérables. En fait, elle fait des progrès en productivité, elle fait des progrès en efficience alimentaire avec une forme de trade-off sur le fait que c'est un animal qui a de plus en plus de mal à se reproduire. Et en fait, la façon dont c'est travaillé, il y a une différence assez fondamentale entre la génétique animale et la génétique végétale, c'est que le rôle des États, et en particulier en France, le rôle de l'État est resté extrêmement fort en génétique animale, avec la régulation qui était faite par l'État jusqu'au nouveau règlement zootechnique qui a été mis en place au 1er novembre de l'année dernière. Et on est en train de parler de sélection. Alors, la particularité... Et d'amélioration. Vous avez conscience que, compte tenu de ce qu'on s'est dit précédemment, ça fait peur. Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Non, c'est bien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Juste la particularité de la sélection animale, c'est qu'elle a utilisé un modèle particulier qui est ce qu'on appelle la sélection génomique, qui permet d'aller très vite et d'utiliser l'ensemble de l'information venant de tous les troupeaux français pour faire un progrès. En fait, la sélection ne peut pas faire peur. La sélection, ça veut dire quoi? Ça veut dire trier. Le mot sélection, en soi, ne pose pas de problème. Il semblerait que l'équipe de France de football est un sélectionneur. Oui. Voilà. Donc on trie. C'est tellement compliqué qu'il y a 65 millions de sélectionneurs. Tout à fait. C'est comme il y a beaucoup de jardiniers qui effectivement ne retiennent pas la même chose. Et en fait, dans le mot sélection, vous triez en fonction du point d'arrivée vers lequel vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que si vous reprenez l'exemple de la sélection bovine, il y a eu toute une période, encore une fois, l'émergence de ça, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on avait une obligation d'augmenter énormément la production et la sélection apportait que sur la productivité par animal. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi intégrer des critères de robustesse, de résistance aux maladies, de qualité. Donc, l'index de sélection utilisé, il a intégré des demandes nouvelles qui traduisent le point d'arrivée. C'est exactement la même chose pour l'inscription des variétés en végétal, où ça passe au travers du comité technique permanent de la sélection, qui sont des commissions où il y a l'administration, la recherche, les obtenteurs et les utilisateurs, qui se mettent d'accord sur les pondérations entre les différents caractères. Et ces pondérations-là, c'est exactement la vision que vous avez du futur. Gilles Crespin. Juste un mot pour quelque chose, un phénomène qui me paraît très intéressant, c'est que si on considère la transgénèse qui n'a déjà pas été utilisée dans la génétique animale, alors que quand on parle des nouvelles biotechnologies, on les voit qu'elles intéressent autant la production végétale que les productions animales. J'ai suivi un colloque à l'Académie d'agriculture, on voit que dans tous les pays, l'édition de gènes est une technique qui est massivement utilisée dans l'élevage. Donc il y a une convergence maintenant entre l'élevage et les productions végétales, voire la santé humaine, puisque sur la génétique humaine c'est pareil, on n'est pas trop pour la transgénèse, mais par contre pour l'édition de gènes ou pour ces nouvelles techniques, la thérapie génique est basée là-dessus. Donc il y a convergence maintenant dans ces trois domaines, alors qu'autrefois il y avait le végétal qui était un peu à part, et les deux autres secteurs d'activité. Précisément, tiens, un petit retour dans nos livres d'histoire. Au XVe siècle, les Français, les Allemands, les Hollandais commencent à cultiver des carottes. Les carottes, au départ, ne sont pas tout à fait oranges. Il y a des carottes qui sont blanches, et puis il y en a d'autres qui sont rouges. Et pour des raisons qui sont des raisons politiques, pour montrer leur fidélité au comté d'Orange, pardon, les agriculteurs vont mélanger les deux. Alors, je ne sais pas s'il convient de parler d'agriculteurs. C'est déjà des généticiens au passage ou pas? De fait, ils sont des généticiens. Ils n'ont pas forcément fait les croisants de façon délibérée, mais ils ont trié une couleur de carotte qui correspondait effectivement à la couleur orange pour à la fois rendre hommage au groupe auquel ils appartenaient
et aussi obtenir une identité particulière. C'est ça. Ça contribue à faire une forme de démarquage. Alors, c'est conçu, c'est présenté comme un progrès, là, ça a une dimension un peu géopolitique qui est amusante. Il y a deux façons de voir les choses et je voudrais votre avis là-dessus. Celle d'un chercheur en génétique, Marc Fellouz, qui dit si on rejette toutes les manipulations sur le vivant, on se demande ce qu'on va manger demain. Et puis il y a Christophe Noisette, qui est le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle InfoGM, manifestement pas très favorable aux OGM, qui dit en substance pourquoi est-ce qu'on a besoin de développer une pastèque sans pépins. Ça sert à quoi? Après tout, on peut mettre les pépins de côté. Je ne sais pas très bien comment me situer dans ce débat, je voudrais votre avis. Bon, il y a un point commun à tout ça, c'est que la génétique, ce n'est pas une finalité, hein, c'est un moyen. Oui. Alors déjà, il faut déjà, plaisir, oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un moyen parmi tant d'autres. Et on parlait de la sélection. Effectivement, lorsqu'on sélectionne, on fait un tri. C'est vieux comme le monde. Depuis la genèse de l'agriculture, il y a de la sélection qui est faite. On n'a pas attendu que ça se fasse en laboratoire pour faire de la sélection. Ce qui, aujourd'hui, moi, me saute aux yeux, c'est qu'on est confronté un petit peu à la montée de ce que j'appelle, moi, la naturopathie, c'est-à-dire que tout ce qui est naturel est bon. Voilà. La thèse de la naturalité. Voilà. Et ça, cette montée en puissance, qui était au départ marketing, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui ont énormément travaillé sur tout ce qui est naturothérapie, etc., et montée en puissance, et c'est fait que je parlais tout à l'heure du doute et de la peur, est né de tout ce qui n'est pas naturel est forcément dangereux. Et ça, ce fameux petit grain de sable dans les rouages a fait qu'à un moment donné, on a créé du doute. Et dans la mesure où le danger n'était pas analysé, clairement défini, et ben on est dans un situation de peur. Et par rapport à ça, que pense un agriculteur lambda? Lui, ce qu'il veut, c'est par rapport à tout ses moyens de production et ses facteurs de production, son capital, son foncier, son travail, il souhaite avoir des moyens de production qui collent. Voilà. Et donc il veut des solutions. Voilà, je veux revenir du pragmatisme pur et dur. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut des semences qui soient fiables, qui lèvent déjà. Il veut des semences qui soient résistantes à la sécheresse, parce qu'avec le dérèglement climatique, et je pense qu'on va venir à cela, parce que tous ces sujets sont liés aujourd'hui au changement du climat, parce que qui dit changement climat, dit migration climatique, dit modification sur la Terre, en plus de la démographie galopante, modification des espaces de vie, et donc l'agriculture va être une réponse à tout cela. Et donc concrètement aujourd'hui, quels vont être les moyens pour les agriculteurs de faire face au contexte actuel? Alors ça rejoint ce que vous disiez, l'instant T et l'instant T plus 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a connaissance du réchauffement climatique, parce que personne ne peut en douter, il y a encore des climato-sceptiques, mais dans la très grande majorité, on sait qu'on tend vers un réchauffement climatique. Quelles vont être les conséquences? Là, il y a différents scénarios qui sont aujourd'hui à l'étude, mais il va y avoir un bouleversement très fort pour tous les agriculteurs, parce qu'ils vont être confrontés à de nouvelles problématiques. Avec un enjeu qui est un enjeu de population, un enjeu démographique qui s'ajoute au premier. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir effectivement avoir des plantes qui vont être résistantes au stress hydrique, des plantes qui vont devoir être plus performantes, c'est-à-dire comme la surface va diminuer, c'est pas un scoop, hein, on perd un département tous les 7 ans en surface arable. Et la population s'accroît. Voilà. C'est l'effet ciseau. Effet ciseau, donc moins de surface arable, plus de production à l'unité hectare, donc plus de rendement, un gros mot, hein, le rendement. Hein. Quand on parle rendement, on parle productivité. En général, on n'aime pas trop ça, parler productivité. Là, vous avez prononcé des mots aujourd'hui, sélection, mutation, rendement, efficacité, des mots qui fâchent. Alors, des mots qui fâchent. Oui. Alors, et pourtant, il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, il va falloir produire plus avec moins de mains. Voilà. Maintenant, il va falloir produire mieux. Et c'est sur le mieux qu'il va falloir effectivement étudier. C'est-à-dire quel type d'agriculture, mais l'augmentation de la production, enfin, je veux dire, c'est un leurre de dire qu'on va falloir... Je veux dire, tout le monde ne pourra pas produire à proximité. Là aussi, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, dans nos pays, certainement dire, oui, on a une agriculture de proximité qui peut alimenter certains marchés, c'est tout à fait vrai. Mais de là à le généraliser sur toutes les surfaces arabes du globe, c'est un leurre. Je laisse la parole une seconde à Laurent Bourril. Si j'ai bien compris, vous qui êtes agriculteur et multiplicateur, une semence, c'est une promesse. C'est ça? Il faut le concevoir comme ça? Une promesse, oui, c'est la semence permet à l'agriculteur face aux problématiques aujourd'hui de réduction d'intrants, comme on vient d'évoquer, diminution des surfaces. Et donc il faut que nos variétés, l'innovation apportent des résistances aux maladies, des résistances à la sécheresse, qu'elles puissent apporter de l'azote, nos rotations changent, nos assolements changent. Donc c'est la semence qui permet... Et quand Stéphane Sanchez dit, voilà, une semence, c'est la promesse d'une plante, vous la garantissez à 100%?
Nos Il y a semences, zéro faute, il y a zéro faute. Enfin, nos semences sont certifiées, elles sont conformes à ce qui est décrit, et le fait de sélectionner toutes les techniques d'innovation permettent d'avoir un panel plus large de variétés, un nombre de variétés beaucoup plus large pour répondre à toutes les situations géographiques ou des types d'exploitation. d'accord. Il faut savoir que toutes nos semences, elles sont réputées pour la qualité, pour le sérieux des valeurs qu'elles apportent, et 70% de nos semences oléagineuses sont exportées dans les pays, notamment du nord de l'Est. D'accord. Gilles Cressman. Oui, tout à l'heure, on vient de dire que tout ce qui est naturel est valorisé, voire survalorisé. C'est d'ailleurs pour ça que l'agriculture biologique s'interdit d'utiliser la transgénèse ou même les nouvelles biotechnologies. Et je pense que c'est une erreur fondamentale de la part de l'agriculture biologique de refuser ces nouvelles techniques. D'ailleurs, je ne suis pas seul à dire cette opinion, puisque M. Nigli, qui est le directeur de l'Institut technique de Suisse et qui a également été directeur de l'Institut technique européen, donc un des meilleurs spécialistes de l'agriculture biologiste, dit qu'il faut utiliser les NBT. Autant il était opposé à la transgénèse pour des raisons, on va dire, éthiques, autant il est favorable au NBT. Et il prend un exemple, la pomme de terre qui résiste au mildiou grâce à la cisgénèse, c'est-à-dire qu'on a utilisé un gène venant d'une pomme de terre sauvage, qu'on a mis dans une variété de pommes de terre qui est à l'essai actuellement. Eh bien, quand elle sera mise sur le marché, les agriculteurs conventionnels qui utiliseront cette pomme de terre pourront supprimer le cuivre, le sulfate de cuivre, alors que ceux qui n'est pas très bon d'ailleurs. Qui n'est pas très bon. Utilisé en bio, qui n'est pas excellent. Alors que ceux qui sont en bio et qui ont refusé cette technique continueront à utiliser le sulfate de cuivre. Donc on va exactement inverser les données avec ces nouvelles techniques. Le sulfate de cuivre, vous me corrigez si je me trompe, il a cette particularité qu'il reste dans les sols pendant très longtemps, c'est ça? Il y a une empreinte, une trace qui est... Et au bout de quelques années, il n'y a plus un ver de terre. Il n'y a plus rien, c'est ça. Ça nettoie tout. Une espèce de chimiothérapie du sol, non? Oui. Non. Non, vous êtes un peu extrême, effectivement. Non, mais je ne suis surtout pas scientifique. Les ions cuivre, CI++ ont des effets... ils luttent beaucoup contre le vivant. Y compris en santé humaine, ils ont été utilisés pour un certain nombre d'effets biocides. Donc oui, effectivement, c'est connu. Alors, et ils sont résidents, en fait, effectivement. Juste une question pour Stéphane Sanchez, pour vous tous, de façon générale. Les faucheurs volontaires, ceux qui s'en prennent en général aux cultures OGM, sont souvent convoqués devant la justice, mais rarement condamnés. Comment vous l'expliquez? Alors là, ils ne sont pas condamnés, dernièrement, ils ont même été au tribunal de Dijon, ils ont même été confortés parce qu'ils n'ont pas effectivement reçu, entre guillemets, la quelconque on va dire peine qui pourrait être... Ils rentrent sur un terrain privé, ils détruisent, et puis ils ressortent blanchis, on va dire, de la justice en disant vous avez le droit. Ça fait bondir. Ça fait bondir, soyons très très clairs. Qui peut, on va dire, la question aujourd'hui de la judiciarisation de ce type d'activité est entière. C'est qu'aujourd'hui les tribunaux, lorsqu'ils se saisissent de ces dossiers-là, émettent un avis, il y a une jurisprudence qui se fait. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter? C'est toute la question de savoir aujourd'hui par le principe. Parce que quel est l'axe? C'est le principe de précaution. C'est-à-dire que à un moment donné, lorsqu'un tribunal s'estime soit non compétent, soit dire effectivement il n'y a pas d'acte qui soit pénalement responsable et condamnable, ça devient compliqué derrière. C'est-à-dire que c'est toute l'argumentation qu'on met en place et essayer de trouver une certaine cohérence dans nos actions pour expliquer ce qui est bien, moins bien, pas bien, c'est-à-dire toute la pédagogie qui est mise en place, qui est mise à mal par rapport à ça, par un acte judiciaire, c'est-à-dire par une justice qui a toute autorité de pouvoir décider oui ou non sur ce qui est bien ou pas bien. Et dans ce cas-là, c'est totalement incompréhensible. Bien. Une question précise, Christian Huyck. La recherche publique de l'INRA sur les vignes OGM à Colmar avait été interrompue. Est-ce qu'elle a repris? Non, elle n'a pas repris. En ce sens où l'expérimentation qui avait été longuement discutée avec y compris tous les parties prenantes pour ou contre a été détruite. Et donc de fait ça pose une forme de question majeure de comment on arrive autour d'un sujet à dialoguer avec... comment on arrive à créer un espace commun pour l'innovation. Du consensus. Là, on est vraiment dans des oppositions très fortes, alors que l'innovation a besoin de consensus.
Mais oui, l'innovation a besoin de consensus maintenant. Ce qu'on a fait à Colmar et où effectivement, je rejoins complètement ce que vient de dire Stéphane, c'est cette question de la destruction est quelque chose de non admissible parce que c'est encore pire que, je ne veux pas dire que c'est pire quand ça se passe à l'INRA qu'ailleurs, mais en fait c'est d'une certaine façon un déni de recherche. À partir du moment où une recherche est autorisée, le fait qu'elle se soit détruite, on considère que la recherche n'est plus quelque chose qui permet de se déplacer. Donc une société qui nie sa capacité à se déplacer et à innover est un peu mal partie. Donc là-dessus, on ne peut que condamner ça. Mais dans le même temps, et ce qu'on a fait à Colmar, les vignes, donc c'est des OGM pour lutter contre le cournouet de la vigne, donc qui est quelque chose qui est transmis par le virus transmis par des nématodes. On a continué à développer des travaux de recherche pour explorer des voies complémentaires. Et donc aujourd'hui, on travaille sur les sources naturelles intrinsèques de résistance au virus du cournouet et aussi sur les méthodes agronomiques qui permettent de limiter l'impact des nématodes. En fait, ça rejoint une question que vous avez, un point que vous avez un tout petit peu abordé tout à l'heure. Une variété n'existe que par le système de culture dans lequel elle est déployée. Oui. Et donc, elle est cohérente avec l'ensemble du système. Et donc, ça rejoint un point qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est quoi les pratiques et les milieux dans lesquels on va agir? Quand Stéphane tout à l'heure mentionnait le changement climatique, de fait, ça va changer fondamentalement. Donc les variétés, on doit les anticiper. Et il y a un bout qu'on ne doit pas oublier, si vous permettez, un dernier rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Qui rejoint un petit peu la question des technologies. Attendez, juste une seconde, je vous donne la parole après. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on vend des semences, c'est-à-dire on vend un génotype. Demain, on va vendre un génotype avec son microbiote associé. Une solution. Plante, c'est un écosystème. Un écosystème. Et le monde de demain, c'est le monde des écosystèmes. Oui, Gilles Gressman. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un phénomène tout à fait nouveau, c'est que pour la justice, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de juger le problème du patrimoine qui a été atteint par les faucheurs, on dit mais finalement, ils travaillent pour une bonne cause, ils travaillent parce qu'ils défendent une thèse scientifique auquel la justice adhère. Finalement, quand mais la vocation de la justice n'est pas de prendre position sur la science. Eh bien, c'est ce qu'elle fait. La vocation de la justice est de rendre le droit. La justice, maintenant, prend position sur la science. Ça a été le cas pour le cas des faucheurs. Ça a été le cas récemment à Lyon, où ils ont dit qu'un produit qui avait été agréé pour être commercialisé, eh bien, il fallait le retirer par principe de précaution. On ne demande pas aux juges d'être des experts scientifiques, très sincèrement. On leur demande de dire le droit. Les juges sont tout ira bien si d'ailleurs chacun est à sa place. Les juges sont comme Madame Bichu, ils connaissent rien sur le plan scientifique et ils portent des jugements sur le plan de la science. Et juste un commentaire, c'est très important parce que le tribunal d'instance de Lyon qui a rendu cet avis, qui a souhaité qu'effectivement un produit avec une formulation à base de glyphosate soit retiré du marché, était à l'encontre de l'avis de l'ANSES, qui est une agence nationale qui émet des avis en toute indépendance auprès du ministère de l'Agriculture. Et donc c'est le début de la fin, c'est-à-dire que si on commence à rentrer, à mettre à mal ce type de jugement, demain ils pourront tout à fait mettre à mal des avis de l'INRA qui est habilité à donner un avis scientifique. Si chacun commence à faire le travail de l'autre, c'est extrêmement grave. C'est inquiétant. Dernière question, puisqu'il nous reste 3 minutes, peut-être que vous pouvez commencer à répondre, Laurent Bourdil. Avec la génétique, est-ce qu'on n'enferme pas un peu les agriculteurs dans un système où, au fond, ils perdraient aussi de leur liberté? Non, justement, au contraire, la génétique leur permet de pouvoir développer, de faire face à la mondialisation. Aujourd'hui, on nous dit si on n'a pas l'innovation génétique ou les OGM, quand on voit tout ce qui est importé et qui se retrouve dans l'assiette, notamment si on voit le soja, le plan protéines n'arrive pas à se développer. Alors l'innovation génétique, ça donne aussi de l'espoir à nos structures, à nos exploitations, de pouvoir faire face et avoir des revenus décents pour pouvoir continuer à développer et toujours innover tant dans la technique. Et avant tout, c'est la semence qui sera le premier maillon pour qu'on puisse perdurer dans la vie, quoi. Dans l'imagerie populaire, Stéphane Sanchez, parfois cette image de Martine à la ferme. En réalité, les paysans sont plus forts quand ils sont organisés collectivement, quand chacun fait ce qu'il sait faire de mieux, les chercheurs cherchent, les cultivateurs cultivent. Ce monde-là, il est plus efficace.
Il a surtout permis aujourd'hui de sécuriser l'alimentation de l'Europe. Faut pas oublier que dans les années 60, on sortait d'une seconde guerre mondiale et qu'on avait besoin de produire plus pour pouvoir nourrir tous les Européens. Alors maintenant, on est dans un... Vous savez, c'est un petit peu le monde des enfants gâtés, c'est qu'on se rappelle plus. Lorsqu'il y a eu une pénurie dernièrement je me rappelle l'année dernière, une pénurie de beurre, qui était en plus même pas une pénurie, on va dire, quantitative, qui était une pénurie marketing entre différents opérateurs, ça a été la panique à bord. Un peu spéculatif. Les gens se sont rappelés qu'on pouvait avoir des pénuries en France et que c'est tout à fait nouveau. Et c'est là, on va dire, toute la difficulté qu'on rencontre, c'est-à-dire que quand tu es acteur de la production agriculteur, tu émets des difficultés, tu émets des craintes, des risques, des angoisses par rapport à ton avenir, et tu as des consommateurs qui vivent dans l'opulence de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un marché ouvert, et que tous les produits rentrent, et ils ne sont pas forcément français pour l'occurrence. Merci. En un mot, Gilles, ce sera la conclusion. Eh bien, les agriculteurs, tant qu'il y a de la concurrence, ils sont libres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouvelles biotechnologies, j'appelle de précision, ce sera beaucoup plus accessible à des petites entreprises, voire à des start-up, parce que les coûts sont très inférieurs. Donc, alors que la transgénèse avait plutôt favorisé les très grosses entreprises et les multinationales. Merci à tous, c'était tout à fait passionnant. On aurait pu passer 1 heure de plus. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un débat qui passionne la société. Il y a même des enjeux économiques, il y a surtout d'ailleurs des enjeux économiques, des enjeux de souveraineté, on les a effleurés. Je crois que vous avez déjà une petite idée. Merci de votre fidélité à Stop Intox. Nous nous retrouvons demain sur le village Semence, ici même, avec toutes les équipes, avec votre participation sur Twitter et sur Facebook. Je vous souhaite une bonne journée.